Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 6 novembre. À la une de cette édition, les agents de sécurité du lycée de Coconi violemment agressés. Alors que les personnels de l'établissement exercent leur droit de retrait depuis le 26 octobre dernier, cette nuit, les deux gardiens sur site ont fait face à une bande constituée de 12 à 15 jeunes armés. Ces derniers les ont gazés, attachés et blessés à l'aide d'un chambeau. Vers minuit, les deux victimes ont été transportées à l'hôpital par les pompiers et le SMUR. Les malfrats ont emporté avec eux du matériel avant de prendre la fuite. Et du côté des personnels, la colère est à son comble, en raison notamment du manque de réaction des autorités face à la gravité de la situation. Leslie Vimenet. Les clichés témoignent de la violence de l'agression. Les deux gardiens du lycée de Coconi ont vécu une soirée d'horreur et leurs bourreaux n'étaient pas déguisés pour Halloween. Armés de chambeaux ou encore de lacrymogènes, les malfrats ont gazé, ligoté et frappé les agents de sécurité avant de cambrioler et saccager la salle qui sert de PC de sécurité. Pour les élèves et les personnels, la coupe est pleine. On ne peut rien faire, on ne peut même pas investir. Je vous donne un exemple tout simple. On nous a cambriolé 3 fois sur l'atelier agroéquipement. On n'a pas réussi à remplacer le matériel de l'agroéquipement. Et nos élèves ne font plus de TP d'entretien de tracteurs ni de matériel. Parce qu'on n'a pas les moyens de renouveler ces outils. Quand j'étais élève dans ce lycée agricole dans les années 1993, c'était des vols dans la maison du directeur. C'était le directeur qui était visé. Jusqu'en 2002, quand je suis revenu, c'était des cambriolages dans l'habitation du proviseur et du chef d'exploitation. Et depuis 2004, on a commencé à voir des cambriolages dans le lycée. Et ces 4 dernières années, ça s'est accentué, mais à une vitesse grand V. On ne peut même pas dispenser l'enseignement dans des bonnes conditions. Et ces élèves-là, c'est nos futurs agriculteurs. Et ça, ce qui me choque, c'est que c'est l'agriculture mahorais qui est en danger. Depuis hier, une partie des élèves a décidé de soutenir les personnels en demandant des moyens pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Seul frein à leurs revendications, le manque de soutien des parents d'élèves de l'établissement. On a envoyé un message sur tous les réseaux, on a envoyé des messages à tous les élèves disant aussi que dites à nos parents de venir soutenir nos profs pour qu'après on puisse reprendre les cours. Et là, je peux vous confirmer qu'il n'y a que 2 parents qui sont allés. 2 parents qui sont allés. Et ça, c'est inadmissible sur 320 élèves. Il n'y a que 2 parents. Vous vous sentez un peu abandonné là sur le coup? Exactement. Ouais, c'est le cas. Saïd? Oui, on s'est senti vraiment abandonné le fait que de lancer un message comme ça, un message de presse comme quoi, parce que les parents, ils ont plus de pouvoir que nous, plus de pouvoir que les profs. Donc s'ils se mobilisent tous ensemble, dans les 320 élèves que Kassim vient de dire, je pense qu'il y aura une solution. Des solutions, les personnels en proposent, que ce soit à court, moyen ou long terme. À court terme, ce qu'on demande, nous, pour reprendre les cours, il faut absolument qu'on ait des gardiens de jour qui soient à l'entrée de 3 sites afin de Mais les gardiens ont été attachés en journée. Nous, on reprend le cours. Ce qui se passe la nuit, c'est la question de la direction. C'est la direction qui doit gérer. Mais nous, pour faire cours, pour que ces élèves-là puissent continuer leur scolarité, nous, on demande à ce qu'on ait des vigiles à l'entrée de 3 sites afin que ces vigiles-là filtrent les va-et-vient. Parce que les lycées agricoles, il n'y a pas de porte automatique comme dans les lycées de l'éducation nationale. Donc on demande ça en premier. En 2, ce qu'on demande, on demande à ce qu'on soit équipé de talkie-walkie. En cas d'intrusion à Valarano, on sait de suite dans les 3 sites, attention, il y a une intrusion à Valarano, il y a une agression à Valarano. Et 3e chose qu'on demande immédiat et qui ne coûte pas grand-chose, à ce que nos élèves soient équipés de t-shirts à laquelle on les identifie. Des mesures parfois simples mais qui apparaissent indispensables pour que personnel comme élèves puissent travailler sans la crainte permanente d'être agressés. Présent sur notre plateau ce matin, le député Mansour Kamardine n'a pas manqué de réagir à la situation au lycée de Coconi. Le parlementaire n'hésite pas à faire le parallèle entre la situation au sein de cet établissement et le droit de retrait à Kahani, qui s'est révélé être le précurseur du mouvement de grève générale du début d'année. Le député réclame une prise de conscience et des moyens à la hauteur de la part du gouvernement pour éviter de revivre une situation similaire sur le territoire. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi.
je ne souhaite pas que cette crise au lycée de Coconi soit traitée comme les autres crises précédentes. Parce que ça me rappelle étrangement ce qui s'est passé à Kahani. Oui. À Kahani, à la fin de l'année dernière, on a eu un certain nombre d'agressions, une expression d'une révolte de ce qui se passe et de l'indifférence dans laquelle le gouvernement a voulu laisser cet établissement, puisque rappelons-le, tous ces établissements-là, ce sont des établissements d'État. Eh bien, nous avons interrogé le gouvernement à l'époque, Jean-Michel Blanquer, qui nous avait dit tout est sous contrôle. J'ai l'impression que ce qui se passe à Coconi, on emprunte le même cheminement. On attend à ce que tout se déborde pour ensuite venir faire le surpris. Ah, on ne savait pas. Je crois que les éléments sont sur la place publique. Je demande au gouvernement, au ministre de l'Agriculture, de prendre les mesures qui s'imposent pour apporter des réponses. Ce qui s'est passé cette nuit est effectivement inacceptable, insupportable. Les signatures des conventions du plan national Action Cœur de Ville avaient lieu ce matin pour la communauté de communes de Dzaoudzi-l'Abattoir et pour la Cadémar. Ce plan met à l'honneur 222 villes dites intermédiaires. Il vise à leur donner les moyens d'inventer leur avenir en s'appuyant sur leurs atouts tout en tenant compte de leur contexte économique, patrimonial, culturel et social. Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et financiers, ce programme compte bien permettre à ces villes mahoraises de faire rayonner l'île tout entière. Marion Tellier. Inventer les territoires de demain, c'est l'ambition du plan national Action Cœur de Ville. La communauté de communes de Dzaoudzi-l'Abattoir, la ville de Mamoudzou et la ville de Dembéni ont été choisies à l'instar de 219 autres villes pour bénéficier de ce projet. 5 milliards d'euros investis sur 5 ans, c'est le prix annoncé par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, pour revitaliser les centres-villes. Le préfet de Mayotte, Dominique Saurin, se rendait ce matin à Pamandzi pour en signer la convention. Cela a trait à l'aménagement, il s'agit de structurer les territoires, de redonner, alors le terme est un petit peu barbare, de la centralité, c'est-à-dire avoir un véritable aménagement urbain qui permette à la fois de structurer la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire les modalités de circulation, le fait d'avoir des commerces de centre-ville rénovés, le fait d'avoir des logements aussi rénovés dans les centres, dans les centres urbains. C'est toute cette problématique qui est portée par ces conventions cœur de ville. Miser sur les villes moyennes comme moteur de développement de nos territoires, un pari sensé puisque ces villes concentrent 23% de la population française et 26% de l'emploi. Leur vitalité profite à l'ensemble de leur bassin de vie et aux territoires urbains environnants. Les projets à venir pour la communauté de communes de Dzaoudzi-l'Abattoir ne manquent pas d'ambition. Nous voulons aujourd'hui revitaliser, je dirais, les centres-bourgs, permettant aux gens d'avoir des activités, permettant aux commerçants d'avoir des activités, et que nous devons évidemment faire des choix. Et faire des choix, c'est éliminer. C'est une des raisons que nous, la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir, nous avons fait un choix, je dirais, judicieux, c'est faire en sorte que notre centre de ville soit un centre de ville piétonnier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rend la ville aux piétons, on rend la ville aux familles, on rend la ville aux commerçants, on rend la ville et que le tout automobile, il faut que ça cesse. Et donc, vous voyez, c'est une ambition peut-être très, très grandiose, mais c'est une ambition. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut partir d'un rêve pour arriver à faire des choses très grandioses. Pour le ministre de la Cohésion des Territoires, dès aujourd'hui, les communes peuvent engager la démarche et mettre en œuvre leurs premières actions. Les partenaires de l'État, Caisse des dépôts, Action Logement et Agence nationale de l'habitat se sont mobilisés de concert pour être prêts à des financements conséquents au service des projets. D'autres partenaires, publics et privés, pourront s'investir dans ce programme auprès des communes retenues. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 6 novembre. Alors que les reconduites vers Anjouan ont officieusement repris sans pour autant atteindre les seuils habituels, des Kwassa continuent d'arriver sur le territoire. Si le nombre d'arrivants est difficilement chiffrable, des membres du collectif de Mayotte sillonnent les plages afin de prévenir les autorités compétentes en matière de lutte contre l'immigration. Dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers et gendarmes ont ainsi été alertés
de la présence d'une personne inanimée sur la plage de la pointe Kungu. Selon les premières informations, le corps a été déposé sur le sable par un kwassa, faisant craindre un énième drame de l'immigration. Les secours n'ont pas été en mesure de réanimer un homme non identifié et dont les circonstances de la mort restent à déterminer. Pour ce faire, une enquête a été ouverte et sera menée par la nouvelle brigade de gendarmerie de Kungu, fraîchement inaugurée. Antoine Ochet, maître de conférence en anthropologie, va diriger ce vendredi au CUFR de Dembéni une conférence intitulée « Regards croisés sur l'économie informelle à Mayotte ». Ce dernier est enseignant, chercheur MCF au CUFR de Mayotte. Ses recherches portent plus particulièrement sur le développement, l'économie informelle, les politiques de la culture, le culturalisme, les savoirs, le changement social et l'insularité. Cette présentation entend contribuer à l'analyse d'un phénomène peu étudié mais très présent à Mayotte. Des cas d'études sur l'économie informelle issus des recherches menées par M. Ochet illustreront certains des paradoxes de ce type d'économie, ses relations avec l'économie officielle, avec l'administration et avec des dispositifs d'aide à la formalisation. Il sera également question du concept d'économie morale appliqué à l'économie informelle mahoraise, ce qui permettra d'éclairer l'écart entre les règles nationales et les pratiques locales. L'association L'Iloni, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, en collaboration avec les associations communales et les aînés, propose dans le cadre de l'accompagnement des seniors une action collective intitulée Bien vieillir autour du tressage et des ateliers de motricité simple pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. L'objectif de ces ateliers est d'aider à préserver l'autonomie des personnes et à prévenir les effets du vieillissement précoce et lutter contre l'isolement des seniors. L'événement aura lieu ce samedi à Iloni. Les ateliers seront animés par des animateurs de l'artiste conflit formés à cet effet. Ces ateliers sont avant tout conçus comme un temps d'échange, de partage et de convivialité sur une île où la question de la vieillesse s'invite enfin dans le débat public. On termine cette édition avec cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin au conseil départemental. L'institution, en partenariat avec les universités de Maputo, Nairobi et Dar es Salaam, va organiser une conférence internationale sur les civilisations du canal du Mozambique du 15 au 17 novembre. Les thèmes qui seront abordés sont les aspects culturels, identitaires, patrimoniaux et historiques dans une approche montrant la singularité de Mayotte tout en mettant en lumière les dénominateurs communs qui rapprochent les Mahorais des peuples de la région. Autre sujet abordé, la feuille de route du musée de Mayotte ou encore les assises du sport. Le point avec Abbas Alidi, Amina Ariti et Daniel Deragakoa. Dans un contexte local particulièrement tendu, cette conférence revêt pour Alain Kamal Martial une importance capitale. En effet, à l'heure où la question identitaire est sur toutes les lèvres, difficile de ne pas s'interroger sur les origines des premiers habitants de Mayotte. Alors durant 3 jours, des chercheurs venus des différentes contrées de la région, mais également des chercheurs locaux, vont tenter d'apporter des éléments de réponse. Les Mozambicains, les chercheurs qui savent les origines de la population mahoraise qui est venue de Mozambique, par exemple les Makua. Les Malgaches seront là pour nous parler d'une partie, pourquoi nous parlons Malgache à Mayotte. Les Kenyans seront là pour nous parler des rapports commerciaux que nous avons eus ici depuis très longtemps. Et il y aura aussi les chercheurs de Mayotte qui seront là pour nous parler de ce que nous voyons ici. Et c'est très important que les Mahorais viennent, parce que c'est une occasion unique qu'on n'a ni chez soi, ni à la télévision, ni dans les écoles. Une histoire qui remonte à bien longtemps, à une époque que peu de Mahorais connaissent ou mal. Pour Alain Kamal Martial, ce rendez-vous est donc l'occasion d'y remédier, d'autant que l'île au Lagon n'a rien à envier aux autres départements d'outre-mer auxquels elle est trop souvent comparée. Mayotte est peuplée depuis plus de au moins 2 millénaires, on peut le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'histoire de Mayotte avant la colonisation française de 1841, elle est tellement vaste, mais tellement peu connue qu'on est souvent en train de supposer des similitudes avec les autres départements de l'outre-mer, alors que Mayotte est de très loin beaucoup plus riche en histoire, beaucoup plus riche en termes civilisationnels, beaucoup plus riche en termes de patrimoine. S'agissant de patrimoine, la question a également été posée durant cette conférence de savoir comment le valoriser. C'est en cela que le département s'est lancé dans une campagne de promotion du musée de Mayotte, le seul de l'île. Objectif, obtenir l'appellation Musée de France.
Enfin, autre sujet évoqué qui devrait là encore mettre les Mahorais d'accord, les assises du sport prévues dans les jours à venir, comme l'explique Bourhan Alaoui. À partir du 18 novembre, donc nous allons lancer les assises du sport à Mayotte. Donc nous savons que c'est un événement tant attendu par la population et notamment les sportifs de Mayotte, de tous bords et de toutes les disciplines, parce qu'il est question ici dans cet événement de faire un diagnostic global pour qu'on puisse à partir de là construire les équipements à Mayotte, mais aussi accompagner les sportifs dans le domaine de la formation et le haut niveau. Un événement qui se tiendra en présence de Jean-Marc Mormec, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Autant dire que ce mois de novembre commence sur les chapeaux de roue pour le conseil départemental. Rendez-vous est donc pris pour connaître quelles suites seront données à l'ensemble des sujets évoqués lors de cette conférence. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.